C'est lui, Félix Tshisekedi, qui a été proclamé vainqueur de l'élection présidentielle en République démocratique du Congo. Héritier de l'opposition, sa victoire avec 38,57% des suffrages est un événement sans précédent au RDC. Félix Tshisekedi est le fils d'une figure historique de l'opposition congolaise, Étienne Tshisekedi, décédé à Bruxelles il y a près de 2 ans. Il est membre de l'UDPS, l'Union pour la démocratie et le progrès social, fondée par son père dans les années 80 contre la dictature du maréchal Mobutu. Le plus grand pays francophone d'Afrique vit une situation historique pour plusieurs raisons. La présidentielle avait été reportée à 3 reprises depuis fin 2016. Le président sortant, Joseph Kabila, au pouvoir depuis 18 ans, a fini par accepter de se retirer sous la pression de la Constitution et non des armes. Et c'est donc la première fois qu'un opposant remporte ce scrutin. Martin Fayoulou accuse le président sortant Joseph Kabila d'avoir orchestré un putsch électoral, c'est-à-dire d'avoir organisé la victoire de l'autre opposant, Félix Tshisekedi. Et ce samedi, toujours plus tôt dans la journée, la commission électorale a donné le résultat des élections législatives. Les alliés de Joseph Kabila remportent la majorité absolue des sièges à l'Assemblée nationale. Ce sont donc les partisans du président sortant qui vont désigner le prochain Premier ministre. Le premier mandat de Tshisekedi ne fut pas de tout repos. Au point que le 6 décembre 2020, il fut obligé de mettre fin à la coalition au pouvoir avec l'ancien président Joseph Kabila. Le chef de l'État a déclaré sans les dire la fin de la coalition FCC-CAJ, un enfant qui n'a eu que 2 ans de vie durant lesquels les deux alliés se sont livrés à une bataille sans merci. Que retenir sur la coalition FCC-CAJ? 30 décembre 2018, les Congolais se rendent aux urnes pour élire le nouveau chef de l'État et renouveler l'Assemblée nationale. Les résultats sortis quelques jours après donnent un tableau nouveau pour la République démocratique du Congo. Le président élu, issu du Cap pour le changement, n'a pas la majorité au Parlement, majorité détenue par le Front commun pour le Congo. Des appels alors surviennent pour la formation d'une coalition pour gouverner le pays. Pour consolider ces nouveaux-nés, les nouveaux coalisés, autrefois adversaires farouches, se sont retirés pour élaborer le programme du gouvernement. Et c'est Mbouela Lodge, dans le Congo central, qui a été choisi comme site de discussion. Discussions qui vont aboutir à l'élaboration d'un programme de gouvernement et de la formation du gouvernement de la coalition. La nuit des noces n'aura duré que quelques jours. L'opinion sera témoin des escalades verbales entre les deux alliés au pouvoir dans les médias comme dans les réseaux sociaux. Le Front commun pour le Congo et Cap pour le changement se montrent alliés sur papier et non en pratique. Premier couac, la nomination par le chef de l'État des mandataires au sein de la GECAMINE et de la SNCC. Ordonnance que le FCC refuse de valider car n'ayant pas subi l'approbation du Conseil des ministres. Si la première année de l'alternance aura connu quelques roses, cela n'est pourtant pas le cas pour celle qui va suivre. Les différends entre les deux alliés vont se faire remarquer davantage. La décision du premier vice-président de l'Assemblée nationale et président AI de l'Union pour la démocratie et le progrès social par la majorité FCC, une démarche qui sera mal digérée par l'allié CAJ qui va rétorquer en appelant la population dans la rue pour bloquer les lois sur les réformes judiciaires proposées par 2 élus FCC. Des réformes judiciaires qui coûteront le poste au vice-premier ministre, ministre de la Justice, cadre du Front commun pour le Congo. Les rencontres des deux leaders ne vont pas apaiser la tension au sein de la coalition. La goutte qui va faire déborder le vase sera les ordonnances du chef de l'État relatives aux changements dans l'armée et dans l'appareil judiciaire. Le Front commun pour le Congo crie à la violation de la Constitution, chose que l'allié du CAJ va rejeter d'un revers de la main. Puis vient la cérémonie de prestation des serments des nouveaux juges de la Cour constitutionnelle, cérémonie que vont boycotter les présidents des 2 chambres du Parlement, ainsi que le Premier ministre et les membres du gouvernement ici du FCC, comme des députés et sénateurs. La réaction du chef de l'État ne va pas tarder avec la convocation des consultations. Des échanges qui aboutiront aux décisions prises par Félix Tshisekedi de nommer un informateur pour identifier une nouvelle majorité en vue de la création d'une union sacrée pour la République. J'ai décidé de nommer un informateur, conformément aux dispositions de l'article 78, alinéa 2 de la Constitution. Depuis sa rupture avec Tshisekedi, les partis fidèles à Joseph Kabila se sont mis à l'écart de la vie politique du pays. Ce qui est étrange en RDC, les politiciens, peu importe leur intelligence ou leurs moyens financiers, sont soumis à une autorité morale pour poser tout acte. Pendant ce temps, Joseph Kabila quitte le pays pour soi-disant faire des études en Afrique du Sud. En réalité, il s'auto-exile. Déjà en ce moment, il y avait des soupçons de ses activités dans l'ombre pour financer une rébellion. C'est en ce moment que le 13 juin 2022, le M23 ressuscite avec la prise de la cité de Bunagana.
La ville de Bunagana, frontalière de l'Ouganda, serait contrôlée depuis ce lundi 13 juin par les rebelles du M23, après de violents combats contre les forces armées congolaises. Si les FARDC n'ont pas confirmé la prise de cet important centre de commerce transfrontalier, des associations de la société civile l'affirment. Elles auraient aperçu des éléments du M23 déambuler dans la ville. Pour occuper l'espace politique déserté par l'opposition et pour faire un contrepoids au pouvoir de Tshisekedi, l'Église catholique au travers la Senko se lance dans l'opposition. Ils essayent de mettre ensemble les opposants à Tshisekedi en créant une plateforme appelée Bloc patriotique. L'an dernier, votre formation politique a intégré le Bloc patriotique, coalition politique avec les chrétiens laïcs, avec la coalition Lamouka. Alors Martin Fayoulou, candidat de Lamouka à la dernière présidentielle, a été un adversaire acharné de Joseph Kabila. Aujourd'hui, vous êtes ensemble dans la même coalition politique. Est-ce que ça veut dire que cette alliance peut aller jusqu'à une alliance politique en vue de la présidentielle en 2023 ? Est-ce que vous pourriez soutenir un candidat issu de votre coalition commune ? Ce qui est sûr, c'est que pour le moment, nous avons un agenda commun. Cet agenda, c'est d'avoir un processus électoral crédible, conforme à la Constitution, mais aussi qui pourra assurer, n'est-ce pas, une légitimité certaine aux institutions, aux animateurs qui en seront issus. Agenda commun, ça veut dire éventuellement candidat commun ? L'histoire nous le dira. Mais pour l'instant, nous souhaitons d'abord travailler à la mise en place d'un processus électoral crédible, avec une institution comme la CENI totalement indépendante, évidemment pour garantir des résultats qui pourront être acceptés par tous et qui seront, n'est-ce pas, les garants de la stabilité du pays. Malheureusement, cette initiative fut un échec. Le parti d'Adolphe Mouzito quitte cette plateforme. À la suite de cet échec, les catholiques de la Senko accuseront les opposants de vouloir les utiliser. À la veille des élections de 2023, les catholiques de la Senko, par la voix de Monseigneur Cholet, font un appel à peine voilé à l'insurrection, comme si les élections se tenaient et que le président Tshisekedi gagnait, il y aurait une guerre. Prophétie où il parlait en connaissance de cause. Si la CENI ne comprend pas la pertinence de notre insistance pour renforcer la confiance de la population, si la CENI minimise la perception de son travail dans l'opinion, on peut aller aux élections. À moins qu'il y ait vraiment des correctifs assez significatifs au niveau de l'observation, on peut aller aux élections, mais je crains que c'est maintenant dans cette position-là, la CENI fasse l'élit d'un environnement fertile pour une révolution qui n'attendra qu'un leader courageux parce que le terrain serait déjà propre. Parce que le fait que beaucoup de gens ne veulent pas aller aux élections, nous allons travailler pour les convaincre parce que ce n'est pas responsable non plus. Mais si les statistiques publiées par Ebouteli se confirment que 25% seulement d'enrôlés vont voter, ce que nous ne souhaitons pas, nous allons faire une campagne pour les inviter. Est élu à titre provisoire le candidat numéro 20, M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. La victoire de Félix Tshisekedi ne faisait pas de doute, tant son avance était grande dans les résultats donnés par la CENI les jours précédents. Ce dimanche 31 décembre, Denis Kadima, le président de la commission électorale, l'a confirmé au terme d'une longue énumération de résultats et de pourcentages. Le président sortant est donc réélu avec 73,34% des voix. Une victoire toujours provisoire selon les termes officiels, puisqu'elle doit encore être confirmée par la Cour constitutionnelle. C'est une ouverture, bien sûr. Dernièrement, j'ai reçu, pour l'anecdote, les évêques de la Senko, le jour où ils ont élu leur nouveau président, leur nouveau bureau. Et dans nos discussions, je ne vais pas les dévoiler ici, mais il y a eu une demande allant dans ce sens. Mais ma réponse était claire. J'ai dit, mais Seigneur, je suis à votre disposition. Je ne demande que ça. Mais dites-moi, comment vais-je m'y prendre? J'ai pris l'exemple que de trois opposants. J'ai commencé par Martin Fayoulou. J'ai dit, mais il n'a jamais reconnu les résultats des dernières élections. Comment est-ce qu'il acceptera ma main tendue? Moïse Katumbi était prêt à faire la même chose. Il avait même fait la même chose, mais grâce, évidemment, à la pression des siens. Il a accepté qu'il rentre dans les institutions, mais lui reste borderline. Joseph Kabila, n'en parlons pas. Lui, il a carrément boycotté les élections et prépare une insurrection, parce que l'AFC, c'est lui. Donc, dites-moi, je fais quoi? Je n'avais pas eu de réponse. Voyant que le président Tshisekedi ne fléchit pas, la pression militaire monte d'un cran et culmine par la prise de la ville de Goma. Une catastrophe qui causera des milliers de morts.
Dimanche 26 janvier 2025. Le monde se réveille avec étonnement d'apprendre une attaque en plein jour de l'armée rwandaise pour tenter de prendre le contrôle de la ville de Goma, en République démocratique du Congo. Cette bataille a duré près d'une semaine où les forces armées de la République démocratique du Congo, quoique en nombre inférieur, ont mené une lutte héroïque. Une semaine après cette bataille, la ville de Goma est assiégée. Aujourd'hui, vous dites que vous accusez l'ancien président de la République, l'ancien gouverneur du Katanga et certains responsables de la CENCO. J'accuse ces trois groupes de personnes de tentatives de déstabilisation de l'État. Je les accuse de tentatives de coup d'État et d'élimination du chef de l'État. Et je vais aller individu par individu. Je vais vous le prouver et vous donner les éléments. Je vais commencer par M. Hippolyte Kanambe, Kazembe-Béré, alias Joseph Kabila. C'est important cette incise. Parce qu'en fait, dans ce pays, il faut qu'on se dise la vérité. Nous avons eu à la tête du pays un imposteur et un usurpateur. Je pèse mes mots et je vais vous expliquer pourquoi. L'ancien président de la République est arrivé comment? Il était l'aide de camp du chef d'état-major général de l'armée rwandaise. Dans ses bagages, il y avait Hippolyte Kanambe, qu'on a fait passer pour le fils de Laurent Désiré Kabila. Or, Hippolyte Kanambe est un agent de l'armée rwandaise. Son chef est et était Paul Kagame, commandant suprême des forces rwandaises. C'est ça la vérité. Mais il y a eu plusieurs témoignages. Il y a d'abord les vrais enfants biologiques de Laurent Désiré Kabila, qui ne reconnaissent pas Hippolyte Kanambe. Qu'est-ce qui se passe lorsque tout ce monde arrive donc à Kinshasa, chasse le président Mobutu? C'est à ce moment-là que les troupes rwandaises prennent le contrôle, pas simplement de l'armée, des services de sécurité, là-dessus, et des grandes structures de l'État. En fait, on est dans une phase de colonisation par le Rwanda de la RDC. Laurent Désiré Kabila sent de plus en plus, au niveau de la population quinoise surtout, et la population congolaise, un rejet de l'armée rwandaise. Et c'est comme ça qu'il prend la décision, à un moment donné, de demander à l'armée rwandaise de quitter le pays. Et une bonne partie des militaires quittent. Mais James Kabarebe avait infiltré déjà notre armée, avec des militaires rwandais là-dessus. Dans toute l'armée, il avait, en tant que chef d'état-major général, pris le contrôle de l'armée et infiltré, pour un meilleur contrôle, l'ensemble de notre armée. Et lorsqu'il quitte, avec une bonne partie des troupes, mais il laisse une armée qui est infiltrée. Mais lorsqu'il quitte, son aide de camp, lui, ne quitte pas, il reste, parce qu'ils ont été malins de pouvoir faire croire à la population que c'était le fils de Laurent Désiré Kabila. Donc lorsqu'ils assassinent le président Laurent Désiré Kabila, c'est là qu'ils propulsent leur agent de l'armée rwandaise, chef de l'État. Sa mission, il y avait 4 objectifs dans sa mission. Premièrement, c'était de continuer à désarticuler l'armée, les forces armées congolaises. Et d'ailleurs, lorsque vous verrez dans tout le 18 ans qui s'est passé, et lorsque vous entendez parler qu'il y avait les attaques du CNDP d'abord, du M23 ensuite, tout ça, ce n'était qu'une mascarade en fait. C'était un prétexte qui était organisé par le Rwanda pour ensuite, d'après les attaques, venir toujours avec des compromissions, avec des accords. Des accords qui demandaient l'intégration de ces forces rebelles, soi-disant, une fois CNDP, une fois M23, au sein de l'armée donc congolaise. C'était qu'une manœuvre, une ruse là-dessus. Donc toutes ces attaques que vous voyez, la CNDP, etc., et regardez d'ailleurs lorsque Tshibanda signe ces accords honteux, c'était simplement pour permettre l'infiltration et l'intégration de forces rwandaises dans notre armée. Ça, c'était un des premiers objectifs. Deuxième objectif, c'était le pillage de notre pays. Un des ministres du gouvernement, que vous avez certainement reçu, a dit que dans les accords, 66 millions de dollars quittaient chaque mois la Banque centrale pour alimenter et être versés au Rwanda. 800 millions Non, 66 millions par mois. Fois 12, 800 millions de dollars par an. Multiplié par 18, ça vous fait près de 15 milliards de dollars. Depuis que Depuis le 18 ans. Et ça, vous savez que c'est la justification du régime de Kigali, c'était pour, soi-disant, payer l'effort de guerre qui avait été mené pour chasser Mobutu en 7 mois. Et quand Félix Tshisekedi arrive, qu'est-ce qui se passe? C'est là, maintenant, la raison pour laquelle on cherche la tête de notre président. Lui a dit que non, ça ne peut pas continuer comme ça. 66 millions de dollars par mois. Lui a dit non, ça ne peut pas continuer comme ça. Et c'est une des raisons pour laquelle on lui fait la guerre. L'objectif, dans tous ces objectifs qu'il était en train de mettre en place, c'est également la balkanisation du pays. C'est ce que son chef, le commandant suprême de l'armée de Hippolyte Kanambe, lequel lui appartient, c'était également organiser la balkanisation du pays. Mais là, il n'a pas réussi. Parce qu'il s'est trouvé face à un peuple qui veut rester uni. Plus récemment, vous accusez Joseph Kabila de vouloir tuer Félix Tshisekedi. Avant ça, je l'ai déjà dit lors de mes meetings, les Mobondo. Nous avons des Mobondo qui sont arrêtés et qui ont parlé. Et que lorsque les procès viendront, ils vont parler. Ils étaient armés par Joseph Kabila. Mais aujourd'hui, ce qu'il fait, en envoyant de l'argent au niveau des Wazalendo,
du côté d'Ouvira par exemple, où c'était montré l'argent qu'il a envoyé pour pouvoir les tourner. Donc, ça a été fait au niveau des Mobondo. L'idée était de créer une insurrection au niveau de la capitale. Ce qui se passe, quand je disais qu'il finance, qu'il est le patron qui finance le M23 et l'AFC. AFD, c'est la France. Oui, c'est l'AFC. Mais maintenant, qui est celui qui réunit? Qui est celui qui est là-dessus, au niveau de Goma? Les financements par Joseph Kabila ont été démontrés, prouvés? Mais bien sûr. Mais le dernier en date, qui a envoyé au niveau de Ouvira, chez des Wazelendo, $200 000? D'abord, il en veut la tête du président Tshisekedi. Parce qu'en fait, dans la tête de Hippolyte Kanambe, et certainement de l'armée où il est issu, c'est de penser que, parce qu'ils ont chassé le président Mobutu, la RDC est devenue leur butin de guerre. C'est ça la philosophie qu'ils ont. Et ils ne conçoivent pas aujourd'hui, ils ne comprennent pas aujourd'hui que ce pays appartient aux Congolais. Et qu'il y a eu un homme, et il y a un homme qui s'est levé, qui est le président de la République, Félix Tshisekedi Tshilombo, qui a dit halte à tout ça. La RDC ne continuera pas à être une colonie, et les habitants ne sont plus les esclaves du régime rwandais. Quand je dis que Hippolyte Kanambe est un agent envoyé, laissé dans l'histoire de ce pays par l'armée rwandaise, dont le chef, le commandant suprême est M. Kagame, cette mission est celle-là. Et si aujourd'hui, il revient sur le terrain, c'est parce que son chef, son commandant suprême, Paul Kagame, lui a dit « Moi, je ne pourrais certainement plus rester dans le pays avec les accords que nous sommes en train de signer. C'est à toi maintenant que je donne ordre de pouvoir retourner là-bas et faire ce qu'il y a à faire. » Parce que vous savez que, je vous demande maintenant, où se trouvent les amis de Laurent Désiré Kabila? C'est curieux qu'on n'en parle plus. Qu'est-ce qu'ils sont devenus? Qu'est devenue la fille de Laurent Désiré Kabila, Aimée Kabila, qui, elle, dénonçait l'imposture, l'usurpation. Elle a été assassinée. Elle habitait aux zones, elle a été assassinée. Il y a encore des enfants vivants de Laurent Désiré Kabila. Il faut leur poser la question. Qui a inventé l'identité de Hippolyte Kanambe, devenu Joseph Kabila Kanambe? N'est-ce pas le professeur Ngoï Moukena, qui a témoigné ouvertement? Mais qui est le financier de ces certaines personnes au niveau de la Senko? Ce sont Moïse Katumbi et c'est Hippolyte Kanambe, alias Joseph Kabila. Le Joseph Kabila qu'il combattait quand il était au pouvoir, oui, serait avec et c'est ça qui est terrible. Mais est-ce que vous... Non, mais c'est ça qui est terrible. Mais si vous suivez, j'ai lu, parce que je n'ai pas suivi, mais vous suivez ce qu'il a écrit dans ses points, je crois c'est 12 points si je me souviens. Mais c'est d'abord, c'est chasser le président de la République. Oui. Et c'est d'appuyer lui-même, c'est d'appuyer l'action de ce que ces personnes de la Senko, que j'ai appelées les politiciens en robe, veulent présenter, en le soutenant, parce qu'ils savent que lorsque tout le monde va se retrouver autour de la table, tout le monde va se mettre d'accord, à travers le jeu de l'ensemble, pour dire, monsieur, nous donnons la porte, comme l'a dit le cardinal, en face d'une organisation de l'organisation catholique, nous sommes en train de chercher une porte de sortie honorable. Et nous avons permis par ça également à obtenir des élections en 2006, par la suite, dont j'avais gagné, parce que je vais revenir là-dessus. Lorsque les élections ont lieu, et que je gagne à 53,7%, qu'est-ce qui se passe? M. Kagame appelle ses amis en Europe, aux États-Unis, et lui dit, il n'est pas question que Bemba soit président. Si Bemba est président, la guerre va continuer. Et la décision se prend à l'étranger, je ne citerai pas les pays, j'écrirai peut-être un jour, où on appelle l'abbé Malou Malou à l'étranger, dans une capitale, et on lui dit, vous ne pouvez pas proclamer Jean-Pierre Bemba. En 2011, c'est le même scénario qui recommence. Monsieur Kagame s'oppose parce qu'il juge qu'il est imprévisible. Étienne Tshisekedi. Étienne Tshisekedi, j'ai dit. Étienne Tshisekedi est imprévisible et qui ne veut pas d'Étienne Tshisekedi au pouvoir en RDC. Et les résultats que vous connaissez sortent en faveur de l'agent rwandais au service de l'armée rwandaise. Vous connaissez la fortune qui m'a été donnée par un chef d'État de la région qui connaît bien Hippolyte Kanambe. Et ce n'est pas des moindres. La fortune de Hippolyte Kanambe est de 7 milliards de dollars. La guerre continue dans les Kivu, mais le contexte politique a désormais changé avec l'implication des États-Unis dans le conflit au Congo. Félix Tshisekedi déballe et expose ceux qui travaillent contre les intérêts du pays. Depuis que nous avons réussi à endiguer cette agression barbare du Rwanda, quand ils ont appris, ils ont entendu parler du fameux deal que nous allons signer avec les États-Unis, qui n'est pas du tout un deal qui consisterait à brader les minerais de la République, mais ils se sont vraiment déployés comme jamais. Comme ils ne le font pas quand il y a des causes à défendre au pays. Mais pour ça, ils se sont vraiment déployés.
tous, hein, toutes catégories confondues, hein, politiciens, religieux, société civile, tout ce que vous voulez, pour essayer d'empêcher, dissuader les Américains à faire ce deal avec nous. Donc pour laisser les Congolais dans la souffrance, ce que ça veut dire. Donc c'est pour vous dire combien nous avons d'ennemis dans ce que nous faisons, mais nous n'avons pas peur de ça. Joseph Kabila, n'en parlons pas. Lui, il a carrément boycotté les élections et prépare une insurrection, parce que l'AFC, c'est lui. Donc, dites-moi, je fais quoi? Je n'avais pas eu de réponse. Le 23 mai 2025, Joseph Kabila sort enfin de l'ombre. L'homme est exposé et est obligé de prendre ses responsabilités. Il endosse alors le costume de chef rebelle aux côtés des terroristes rwandais du M23. Alors que j'avais trouvé un pays au bord de l'implosion, miné par une longue dictature et des guerres, sans institutions républicaines, économiquement en faillite et socialement déchiré. Bref, un pays dont l'incertitude de lendemain menaçait la stabilité de toute la région. Le 24 janvier 2019, j'avais en effet légué un bien meilleur héritage à mon successeur. Cette détérioration rapide de la situation générale du pays est principalement due à l'inverse du pouvoir sans limite. Le nouveau dirigeant s'illustre en effet par une série de mises en cause, reniements et violations intentionnelles de la Constitution, avec comme toile de fond la volonté irrésistible de concentrer tout le pouvoir entre les mains d'un seul homme, au mépris du pacte qui cimentait la cohésion de notre peuple. Mieux que quiconque, vous savez que pour moi, le Congo est la priorité absolue, que ses souverainetés et son intégrité territoriale ne sont pas négociables, que mon engagement pour la démocratie, la cohésion nationale, la paix et la stabilité n'est pas un slogan creux, et que le respect de la Constitution et des lois du pays, autant que celui de la parole donnée, sont sacrés. Militaire, j'ai juré de défendre la patrie jusqu'au sacrifice suprême. Hier au pouvoir, aujourd'hui en dehors du pouvoir, je demeure plus que jamais fidèle à ce serment. En ce moment où le pays est de nouveau divisé, appelé par le destin, j'ai le devoir d'œuvrer à la recherche de la paix et de contribuer à la reconstruction de notre pays qui se meurt. Le travail hardi qui s'impose à nous portera notamment sur les 12 points suivants. 1. Mettre fin à la dictature, mieux à la tyrannie. 2. Arrêter la guerre. 3. Rétablir l'autorité de l'État sur toute l'étendue du territoire national. 4. Restaurer la démocratie en revenant aux fondamentaux d'un véritable État de droit. 5. Rétablir les libertés fondamentales. 6. Réconcilier le Congolais et reconstruire la cohésion nationale. 7. Relancer le développement du pays par la mise en place d'une bonne gouvernance économique, une gestion administrative et financière orthodoxe et une répartition équitable des ressources nationales. 8. Relancer le dialogue sincère et permanent avec tout le pays voisin en vue de l'instauration de la paix et du développement durable dans la région. 9. Rétablir la crédibilité du pays auprès de partenaires au niveau tant régional, continental qu'international. 10. Neutraliser tous les groupes armés nationaux et étrangers et rapatrier ces derniers dans leur pays d'origine. 11.
mettre définitivement fin au recours et à l'utilisation des mercenaires, conformément à la Convention de l'Union africaine sur l'élimination du mercenariat en Afrique du 3 juillet 1977 et à la résolution des Nations Unies du 4 décembre 1989 portant sur la Convention internationale contre le recrutement, l'utilisation, le financement et l'instruction de mercenaires et rapatrier sans condition ceux qui sont déjà déployés sur le sol congolais. 12. Ordonner le retrait sans délai de toutes les troupes étrangères du territoire national. Chacun doit jouer sa partition. Je m'engage à jouer la mienne. Ce discours a été vécu comme un choc en République démocratique du Congo. L'homme sera condamné à mort. Ne pouvant faire marche arrière, Joseph Kabila fait du lobbying pour obtenir des soutiens. Je suis ici pour pouvoir parler avec les décideurs américains dans les différentes institutions, que ce soit au Congrès ou au département d'État ou même au Conseil national de sécurité et pourquoi pas les différentes structures qui s'intéressent au Congo et leur parler de la situation actuelle au Congo, qui est une situation catastrophique, bien sûr. Le président Kabila est un ancien chef d'État, je le vois mal. Et d'ailleurs, je sais que le président Kabila ne peut pas jouer un rôle comme chef de file d'une rébellion quelconque. Mais il est là, il parle avec tout le monde, il parle avec même ceux qui gèrent la cité aujourd'hui, que sont l'AFC de Corneille Nangaa et le M23. Il a des échanges avec eux dans le but de voir si on peut trouver des passerelles qui vont ramener à une solution pacifique. Mais comment rebelle? On est dans une zone rebelle. Il n'est pas en contradiction avec ce que les rebelles font. Je dirais même que les objectifs de la rébellion sont les mêmes que ceux du président Kabila. Le président Kabila a dit sans le fin à la dictature et à la tyrannie. Mais comment expliquer que celui qui a fait cette rébellion en 2013, 2012, 2013 puisse aujourd'hui avoir le même objectif que cette même rébellion? Le nom peut être le même. M23, pour ce cas précis. Mais les objectifs sont différents. Nous l'avons dit. Les objectifs qu'avait le M23 en 2012-2013 ne sont pas les mêmes qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, le M23 a été à Kinshasa, invité par le président Tshisekedi. Ils se sont entendus sur un certain nombre de choses. Cet engagement n'a pas été accepté par l'homme qui dirige le Congo aujourd'hui. Et ils ont pris les armes pour se défaire de la dictature et de la tyrannie. Et voilà, je pense que si vous faisiez un sondage aujourd'hui, je crois que 99% des Congolais vous diront qu'il faut se défaire de la dictature. Joseph Kabila essaie alors d'exister et de se présenter comme rassembleur de l'opposition à Tshisekedi. Alors que l'ancien président de la République démocratique du Congo, Joseph Kabila, a rencontré à Nairobi plusieurs opposants congolais, le pouvoir à Kinshasa dénonce une tentative de déstabilisation avec la complicité du Kenya. Condamné à mort par contumace, fin septembre pour trahison et crimes contre la paix, Kabila a convoqué dans la capitale kenyane un conclave de 2 jours réunissant plusieurs opposants au président Félix Tshisekedi. Baptisé conclave des forces politiques et sociales sur l'avenir du pays, la rencontre s'est conclue par la création d'un mouvement intitulé « Sauvons la République démocratique du Congo » dont Kabila prend la tête. Autour de lui, des figures comme Augustin Matata Ponyo, Seth Kikuni ou Franck Diongo. À Kinshasa, l'UDPS, le parti présidentiel, parle d'insultes à la mémoire des victimes du M23, rappelant les accusations de collaboration avec les rebelles soutenus par le Rwanda. Joseph Kabila, lui, assure vouloir rétablir la démocratie et la réconciliation nationale. À peine la plateforme de Joseph Kabila créée, certaines personnalités, à l'exemple de Franck Diongo,
et de Joseph Kabila la quittent déjà, car selon eux, certains discours tenus dans ce groupe peuvent conduire à la balkanisation du pays. Ce tour d'horizon vous a donc permis de comprendre la chronologie de la politique congolaise de 2018 à 2025. Les choses vont probablement prendre une autre tournure à partir de 2026 avec le partenariat stratégique signé le 4 décembre 2025 entre la RDC et les États-Unis. En conclusion, il y a des entités comme l'Union européenne, des pays comme la Belgique, la France, l'Ouganda, le Rwanda, le Kenya et le Qatar, ainsi que de compagnies multinationales qui participent au pillage de la RDC et qui ne sont pas prêts à arrêter. Malheureusement, nous avons constaté qu'en interne, il y a des Congolais qui travaillent pour la destruction de leur propre pays. Les Congolais doivent prendre conscience que la vie de la nation est en danger. Les Congolais doivent devenir patriotes et aimer leur pays. Seule leur unité et le combat acharné pour leurs terres et leurs intérêts permettra à la RDC de reprendre son destin en main.